C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en français, le journal qui peut être consulté également sur le compte de YouTube de la télé Renaissance. Le titre de ce journal est la décision de réduire les soldats burundais qui sont en Somalie ne respectent pas les conventions puisque ces 1000 militaires devraient provenir de tous les pays contributeurs de troupes. Selon le porte-parole de l'armée burundaise, vous l'entendrez dans ce journal. C'est une véritable solidarité entre les Burundais exilés au Rwanda voisin. Il faut un effort pour payer les frais de scolarité des enfants dont leurs parents sont incapables de les envoyer à l'école. Et page du dossier de la semaine, nous allons revenir sur le mandat du Bureau des droits de l'homme au Burundi, récemment fermé par le pouvoir de Bujumbura. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais dans les titres, la décision de réduire 1000 militaires et des effectifs du contingent burundais de la MISOM prise par la Commission de l'Union africaine est en contradiction avec la décision du comité de coordination des opérations militaires en Somalie. C'est un constat de Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise. Selon le colonel Biyereke, l'autorité compétente devrait plaider aux instances habilitées pour que cette décision soit reconsidérée. Suivez Floribert Biyereke, il est le porte-parole de l'armée burundaise. La FDNB a pris connaissance de l'existence d'une correspondance du 19 décembre 2018 que la Commission de l'Union africaine, département paix et sécurité, a adressée au Bureau d'appui des Nations unies en Somalie concernant la réduction des troupes à MISOM. Cette réduction s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de transition pour la Somalie d'une part, et d'autre part, elle est réalisée conformément à la résolution 2431 du Conseil de sécurité des Nations unies qui préconise la réduction des troupes de la MISOM de 1000 dans le cadre du transfert progressif des responsabilités de la MISOM aux forces de sécurité somaliennes. Dans la correspondance ci-citée, il est demandé au Bureau d'appui des Nations unies en Somalie, en collaboration avec la MISOM, de faciliter la réduction de 1000 militaires des effectifs du contingent burundais de la MISOM, prenant effet le 28 février 2019. Cette décision est en déphasage avec le document stratégique validé le 30 novembre 2018 en Éthiopie par le comité de coordination des opérations militaires en Somalie, dans lequel sont définis les quotas de réduction des troupes selon la nouvelle reconfiguration des structures de force et leurs effectifs, la resectorisation et suivant les opérations planifiées par la MISOM. En effet, dans ce document, il a été précisé que le contingent burundais réduira au 28 février 2018 341 militaires de ses effectifs déployés en Somalie. Dans ce même document, il a été souligné que les 1000 militaires à réduire allaient provenir de tous les contingents des pays contributeurs des troupes en Somalie. Vu que la décision de la Commission de l'Union africaine appelant à la réduction de 1000 militaires du personnel du contingent burundais en Somalie n'est pas conforme à la décision du comité de coordination des opérations militaires en Somalie, la FDNB demande à l'autorité compétente de plaider auprès des instances habilitées pour que cette décision soit reconsidérée. À propos de cette réduction des militaires burundais, Vital Nshimirimana, un des fondateurs de la campagne Bring Back Our Soldiers, se réjouit de cette mesure du retrait de 1000 militaires burundais qui sont en Somalie en mission de maintien de la paix. Pour lui, c'est un signe qui montre que la communauté internationale a bien compris qu'elle ne peut pas continuer à soutenir un pouvoir qui se caractérise par des crimes. Suivez Vital Nshimirimana, il est également président du FOSC. Et nous constatons que le monde a finalement entendu notre cri, a finalement réalisé que le régime de Bujumbura ne peut pas exporter
la paix alors qu'il est en train de commettre des crimes contre l'humanité, voire des actes de génocide. Nous avons toujours sollicité l'organisation de l'Union africaine ainsi que l'Union européenne qui finance cette mission et en arguant que le Burundi ne saurait envoyer des troupes ou contribuer pour la MISOM alors que le Burundi est sous sanction. Et nous le faisions en connaissance de cause parce que parmi ces troupes, il se cache des éléments qui sont remerciés pour avoir commis des crimes graves, encore que cette mission constitue une ressource vitale pour les finances du gouvernement burundi qui est à l'agonie. Et aujourd'hui, le retrait de ces troupes constitue un message fort, un message évident que la communauté internationale, en l'occurrence l'Union africaine et l'Union européenne, ont compris finalement qu'ils ne peuvent pas continuer à soutenir le régime criminel de Bujumbura par le biais de la MISOM. Donc, nous sommes satisfaits par cette étape franchie maintenant et nous ne sommes pas surpris par la réaction de l'armée burundaise et d'ailleurs du gouvernement burundais qui lui regrette aujourd'hui une perte de ressources qui allait le secourir parce que le Burundi qui a éloigné et qui a écarté tous les partenaires du Burundi se trouve en difficulté financière et la MISOM constitue une des rares ressources pour ses finances. Poursuivons notre journal. L'attaque qui a été menée par les militaires burundais avec les Imbonerakure au Rwanda vise à provoquer le Rwanda parce qu'il a accueilli les réfugiés burundais sur son sol. Jovino Mugwengezo, le président de l'IPD Zigamibanga de l'opposition, a affirmé que le Burundi vise que le Rwanda puisse réagir et créer une situation de guerre. Suivez Jovino Mugwengezo. Ce sont des provocations qui visent une situation grave. Et le Rwanda aujourd'hui est victime du fait qu'il a pu accueillir sur son territoire des réfugiés. Et il l'a fait conformément à la Convention de Genève. Donc jusque-là, le Rwanda est mal perçu par Nkurunziza, rien que parce qu'il a accueilli sur son sol les Burundais. Et pourquoi est-ce qu'il s'acharne autant sur le Rwanda alors qu'ailleurs, ils ont aussi accueilli sur leur sol les réfugiés congolais, plutôt burundais. Le Congo a accueilli sur son sol des réfugiés burundais, la Tanzanie, l'Ouganda et j'en passe. Alors, en réfléchissant, et ça ne suffit même pas, hein, en réfléchissant, on peut se dire, est-ce que ce n'est pas parce que le Rwanda aurait accueilli, entre guillemets, ce que Pita pense, aurait accueilli les manifestants de 2015? Ces manifestants qui réclamaient, qui revendiquaient que la loi soit respectée. C'était des manifestants tout à fait pacifiques. Est-ce que ces manifestants, dans leur élan vers l'exil, est-ce qu'ils ne sont pas allés jusqu'en Tanzanie, ils ne sont pas allés jusqu'au Congo, ils ne sont pas allés jusqu'en Ouganda? Pourquoi s'en prendre seulement au Rwanda? Voilà pourquoi il y a tout cet acharnement. Et le Rwanda est perçu comme un pays qui a accueilli sur son sol des manifestants qui ont manifesté contre le 3e mandat. Alors, à voir et à entendre les Imbonerakure lors de leur sortie sportive, où ils cantent, où ils entendent des chansons de haine, comme pour mettre en garde le Rwanda, ça ne vise ni moins ni plus qu'une provocation. Alors, cet assaut qu'il vient de faire sur le Rwanda, justement, vise cela. Il vise que le Rwanda puisse réagir et créer une situation grave
on sait derrière ça ce qui se trame. On sait pourquoi Puta s'acharne contre le Rwanda et les perspectives qu'il a pour nuire, n'est-ce pas? Mais bon, nous disons, le Rwanda n'est pas dupe, il a compris tout le jeu. Si le Rwanda sautait aujourd'hui, c'est par principe de sauvegarde, de bonnes relations entre voisins. Vous le savez déjà, c'est la deuxième fois que le sommet des chefs d'État de l'EAC est reporté. La prochaine date n'a pas encore été donnée, ce qui n'empêche pas les Burundais d'exprimer ce qu'ils attendaient de ces présidents par rapport aux problèmes qui minent le Burundi. Les réfugiés vivant à Huye, c'est au sud du Rwanda, eux sont partagés sur la question. Ils ont été interrogés par notre collègue Franck Kaz. S'il n'y a pas de sécurité, c'est cette communauté-là qui est, qui est touchée. Étant donné que le Burundi fait partie de la communauté de l'Est africaine, ça avait nécessaire que ces présidents s'y impliquent pour pouvoir résoudre un problème qui mine et qui est un pays et qui peut demain ou le lendemain donc aller dans un autre pays. Et c'est une façon de, comment dire, de pouvoir geler ou barricader avant que les autres pays de cette communauté. L'attente devient un peu longue. Ce qu'on peut attendre de ces présidents-là, pour moi, franchement, permettez-moi de dire que ça sera un miracle. Tout comme l'arrêt que Museveni a adressé en Nkurunziza, pour moi, ça a été un petit miracle pour lui montrer que peut-être il n'a plus de soutien de la part de ces présidents-là. Donc, tenant compte partant de cette lettre-là, on peut espérer que peut-être ils vont lui montrer qu'il n'a pas été président, peut-être grâce à la lutte qu'il avait menée, qu'il est président grâce aux accords d'Arusha. Peut-être qu'ils l'ont déjà lâché. Mais attendons voir. Moi, ça me surprendra. Si peut-être il advenait que ce président le lâche, je reste convaincu qu'il n'aura plus de soutien. Il n'aura plus de force. Ce que même a manifesté l'ombudsman quand il a promis de convaincre le gouvernement pour qu'il réponde à l'appel de la prochaine rencontre. Restons toujours au sud du Rwanda, à Huye, où les réfugiés burundais ne cessent de montrer de solidarité à ceux qui sont dans le besoin, parfois extrême. Le dernier cas en date étant une action spontanée pour rassembler de l'argent pour payer les frais de scolarité de 2 enfants. Une action noble qui, néanmoins, n'a pas permis de régler tous les problèmes de scolarité de ces enfants. Franck Kazé s'est rendu sur place. Annie et Nancy sont les 2 petites filles qui ont bénéficié de l'élan de solidarité des réfugiés burundais vivant à Huye. Ces derniers se sont spontanément organisés à travers leur réseau social WhatsApp. La plupart d'entre eux ne connaissaient même pas les bénéficiaires. Le père de ces enfants est sans emploi. Il dit avoir été surpris par la spontanéité de l'initiative. La personne qui nous assistait est entrée en chômage et les choses se sont compliquées pour nous. Mais quand les gens ont su que j'ai été dans la difficulté, ils ont spontanément pris les choses en main. Certains me connaissaient, d'autres non. Les uns ont contribué pour le minerval, les autres ont apporté certains effets pour les besoins quotidiens. Pour l'un des bienfaiteurs, c'est une bonne chose étant donné que cela permet aux bénéficiaires de passer à autre chose. Aujourd'hui, tu peux être dans des moments difficiles et que demain, tu peux les surmonter. Et par rapport à cet esprit, par rapport à ce geste, par rapport à cette spontanéité dont vous parlez, c'est une très bonne chose. Et même qui animera ces jeunes gens qui ont été aidés à plus tard à aider les autres. Selon le représentant des réfugiés dans la province sud du pays, l'entraide a toujours caractérisé les Burundais et d'autres enfants avaient déjà bénéficié de ce type d'action.
Nous avions aussi d'autres cas, particulièrement il y avait un cas de filles orphelines, pour qui, au début de l'année, on a essayé de mettre ensemble les petits moyens dont nous avions, et chacun a amené sa contribution, et ces filles ont bien débuté l'année. Particulièrement alors avec ce parent avec qui peut-être vous êtes entretenu, il s'agissait d'un cas du manque d'eau minérale. Et nous avons essayé d'alerter la communauté. Et ils ont essayé de mettre ensemble le peu de moyens qu'ils avaient et ils ont pu payer pour ces enfants et les frais scolaires pour le deuxième trimestre. Mais cet élan de solidarité n'a pas suffi. L'argent ainsi collecté a permis de couvrir le seul deuxième trimestre. Elles ont tout de même pu finir l'année grâce à l'intervention d'un voisin rwandais qui est allé plaider pour elles. Je remercie également un vieux qui s'appelle Papi. C'est un Rwandais qui est allé parler à la directrice alors qu'on avait refusé aux enfants de passer les examens. Il a pu plaider pour elle. Où qu'il soit, je le remercie du fond du cœur, même si je n'ai pas encore l'argent pour récupérer les bulletins. Le troisième trimestre n'ayant pas été payé, l'école a ainsi refusé de leur délivrer les bulletins. Les filles se disent attristées par un sentiment de discrimination. Je suis triste parce que je n'ai pas eu le bulletin. Leur père s'est trouvé dans un tel dénuement qu'il a dû emmener femme et enfants vivre chez la grand-mère de celle-ci. Une situation qui est loin d'être facile pour la grand-mère âgée de 75 ans. Et je suis bien avec les enfants, mais il arrive qu'on n'ait rien à manger, mais on reste calme. Parfois, les voisins interviennent. On cohabite bien avec les voisins. Pour le représentant des réfugiés dans la province sud, c'est difficile de faire appel aux mêmes personnes qui sont elles-mêmes réfugiées et sans beaucoup de moyens. Nous essayons de nous entraider mutuellement, mais il y a des cas où nous aussi, en tant que représentants, nous manquons de quoi dire, comment alerter toujours la communauté, alors que cette communauté aussi est vulnérable. Les écoles qui accueillent les enfants des réfugiés burundais à Rouillé sont nombreuses et les difficultés pour payer les frais scolaires se font remarquer chaque année. La situation est devenue plus grave depuis que le HCR a cessé d'assister les enfants des réfugiés vivant dans les villes. Entamons le dossier de la semaine dernière dans le cadre des magazines. Dossier de la semaine produit en synergie des médias Radio Publique Africaine, Radio Inzamba et la télévision Renaissance. Nous allons revenir sur la récente décision du gouvernement du Burundi qui a ordonné la fermeture du bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme au Burundi. Une note verbale qui demande la fermeture de ce bureau a été remise le 5 décembre au coordinateur et président de l'ONU au Burundi. Cette mesure donc a fait réagir les défenseurs des droits de l'homme. Mais avant d'y arriver, retour sur le mandat de ce bureau avec notre confrère de la radio Inzamba, Eddy Claude Nininazo. Grâce à son expertise technique et le renforcement des capacités, le Haut Commissariat des droits de l'homme soutient la mise en œuvre des normes internationales relatives aux droits de l'homme sur le terrain en collaboration avec les gouvernements. Il aide les gouvernements qui sont les principaux responsables de la protection des droits de l'homme à remplir leurs obligations et en encourageant les individus à faire valoir leurs droits. De plus, il se prononce objectivement sur les violations des droits de l'homme. En plus des responsabilités inhérentes à son mandat, le bureau du Haut Commissariat dirige les efforts visant à incorporer la perspective des droits de l'homme dans toutes les activités déployées par les organisations des Nations Unies. En effet, le bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme au Burundi a ouvert ses portes en 1995 pour s'occuper de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Depuis donc 2005, le bureau collaborait avec la section des droits de l'homme de l'opération des Nations Unies au Burundi, ONUB à l'époque. Le but de la politique d'intégration est d'assurer une transition en douceur après le retrait de l'ONUB qui était prévu à la fin de 2006. Dans ce contexte, un programme global et conjoint des droits de l'homme a été élaboré pour la période 2006-2007.
presque 10 ans en étroite collaboration avec le gouvernement du Burundi. En octobre 2016, des relations ont commencé à être tendues entre le gouvernement et le bureau du Haut-Commissariat jusqu'à suspendre toute collaboration. Merci à notre confrère Eddy Nilina Hazwe. La cause de cette fermeture serait liée aux différents rapports des enquêteurs onisiens sur le Burundi qui pointent du doigt de graves violations des droits de l'homme, selon Maître Lambert Nigarura. Le président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale fait par ailleurs remarquer que des crimes contre l'humanité sont toujours commis au Burundi. On l'écoute. Sans se tromper, c'est surtout avec la mise en place de la Commission internationale d'enquête sur le Burundi et surtout avec la publication de 2 rapports accablants qui montrent noir sur blanc ces crimes, ces violations qui étaient commises en toute impunité. Il était donc indispensable pour le Burundi qui croyait que c'est l'office du haut-commissaire, que c'est ces travailleurs internationaux qui étaient sur place qui donnaient toutes ces informations. Parce que le Burundi avait pris toutes les mesures de priver ces enquêteurs, de les empêcher d'accéder sur le terrain. C'est l'une des raisons de fermer ce bureau qui pense que c'est ce bureau qui donnait des informations aux enquêteurs de la commission d'enquête et qui pourront éventuellement donner des informations aux enquêteurs actuels du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Et voilà, c'était Maître Lambert Nigarura, il est président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale. Et l'agence onisienne a donc par après décidé de redéployer pour des raisons de sécurité une dizaine de membres du personnel qui étaient toujours sur place et laisser donner 2 mois pour faire les valises et fermer définitivement ce bureau. Et à l'étranger, avant de clore ce journal, les élections présidentielles, législatives et provinciales en RDC n'ont pas eu lieu le 23 décembre comme prévu. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, avance les raisons qui ont poussé plutôt le report des élections, que c'est l'un des entrepôts brûlés à Kinshasa et les bulletins de vote non encore disponibles. Denis Ndaïkengurkie pour les précisions. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, au Palais du Peuple, annonçait au candidat président de la République le report des élections générales pour le 30 décembre 2018. C'est le Jacques Manliko, représentant de Félix Tshisekedi à la CENI, qui a participé à cette réunion, révèle que Corneille Nangaa avance 3 raisons pour justifier le report des élections. L'incendie de Kinshasa de 10 000 machines à voter, qui ont été remplacées par 8 000 nouvelles machines selon le président de la CENI. La codification des bulletins de vote nécessite 60 heures de travail. Ils ne seront disponibles que le mardi selon toujours Nangaa. Le déploiement des imprimés procès-verbaux qui va nécessiter quelques jours de plus d'après Nangaa. À cause de ces 3 raisons, la CENI dit être dans l'incapacité d'organiser les élections générales le 23 décembre comme prévu. Corneille Nangaa dit que la CENI sera prête le 30 décembre prochain, soit une semaine après. Certains candidats présidents de la République, notamment Théodore Bois, ont proposé un report de 3 mois constitutionnellement prévu en décembre 2016. Les élections n'ont pu être organisées et suivi une crise politique violente résolue en partie grâce à l'accord politique du 30 et en décembre 2016. Cet accord prévoit l'organisation des élections en 2017 avec une possibilité de prolongation en 2018, un report d'1 semaine. La CENI veut rester dans l'accord de la Franco pour éviter une nouvelle crise politique en RDC. Ces élections générales vont permettre la première alternance démocratique dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous tenir compagnie. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Au revoir.